L'espace prévention permet de trouver de la documentation et des conseils, de s'informer et d'échanger sur des thématiques de santé publique. Cette année, cela s'articule autour des thèmes recommandés au niveau national, l'alimentation, l'activité physique, les addictologies et la santé sexuelle. Il est aussi possible d'être orienté vers des soins adaptés en cas de demande particulière. Divers outils sont mis à disposition, dont des tablettes avec des applications ludiques et aussi des tests personnalisés. Les visites sont gratuites et ouvertes à tous du lundi au vendredi de 9h à 16h. C'était l'actualité proche de chez vous. Nouveau point sur vos informations valdoisiennes à 12h10. Très bonne matinée, il est 9h03, 98 FM. Florence, bonjour, bonne semaine à vous. Que va-t-il se passer cette semaine dans le bar de l'économie? Beaucoup de choses, beaucoup d'économies. Vous êtes sûr? Ah oui, de beaux invités, vous allez voir ça, très intéressant aujourd'hui. Nous sommes avec Philippe Dornano, le président de Sisley. Et puis nous attendons notre start-up du jour. Demain, nous serons avec Alexandra Dublanche, avec la vice-présidente de la région, vice-présidente à l'économie. Plein de belles choses cette semaine et bien sûr plein d'autres invités demain. Notamment également une étude, c'est le CGET qui va venir nous parler de l'étude industrielle. Et puis nous aurons aussi le lab d'ICAD demain, voilà, très intéressant. Il faut nous suivre toute la semaine. Numérique, technologie, politique, économique, environnement, tout ça, c'est voilà. au programme de cette semaine. Et puis on va parler bien-être et soins aujourd'hui, puisque Philippe Dornano est président de Sisley. Ça marche. Très bonne émission, Florence. Merci, et voici le bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. À demain. Vous avez choisi ça comme musique? C'est électro. Moi j'aime l'électro-pop. Ah ouais? Son DJ préféré, c'est Calvin Harris. Exactement. Non, je sais pas. Je crois que c'était moi. Oui, c'est Philippe. Mais je suis entourée que de Philippe en ce moment. C'est drôle ça? C'est vrai? C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Vous faites des lives tous les jours? Tous les jours. Tu la verras peut-être pas tous les jours parce qu'elle est en alternance avec Jacqueline aussi. Cette semaine, je suis là tous les jours sauf vendredi. Attention les filles. On est parti. Bienvenue au bar de l'économie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoici ensemble avec Philippe à la technique et nos chroniqueurs du jour, Bruno Vigoureux pour le sport, Georges Olivier Carré pour les ressources humaines. Et vers 10h, nous retrouverons Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, qui reçoit Pierre Koneska, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, qui vient d'écrire le livre Holy War, et oui, vous avez bien entendu, Hollywood utilisé comme arme de communication et de propagande. Mais tout d'abord, nous allons parler entreprises internationales, entreprises de taille intermédiaire, exportation, recherche et innovation, développement durable, formation, emploi et bien sûr comment trouver un job étudiant avec mes invités du jour que j'accueille tout de suite. Philippe Dornano, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'entreprise Sisley, créée en 1976 par vos parents, Hubert et Isabelle Dornano, qui ont développé la fabrication de produits cosmétiques innovants de très haute qualité et aussi des parfums. Le siège est à Paris, mais la recherche est en Val d'Oise. Votre savoir-faire repose sur la phytothérapie et l'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation d'extraits naturels de plantes et d'huiles essentielles. On vous connaît pour des crèmes de beauté, de soins pour femmes, pour hommes, que vous distribuez dans 90 pays. 85% de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'export, 4000 collaborateurs de 100 nationalités différentes et vous vous classez comme une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Donc on en parlera car vous êtes à l'origine du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. À vos côtés va arriver notre jeune start-up du jour, c'est Auriel Darmon, qui est le fondateur et PDG de Student Pop, une start-up pour trouver du boulot alors qu'on est étudiant. Voilà, mais comme d'habitude, on commence par les infos du jour. Première info, aujourd'hui, je souhaite faire un hommage aux Tutsis. 25 ans après le génocide au Rwanda, Emmanuel Macron veut faire du 7 avril la journée de commémoration.
Au cours du génocide de 1994, au moins 800 000 personnes ont été massacrées en 100 jours, essentiellement parmi les Tutsis. Vous avez peut-être entendu des interviews ce week-end en écoutant les informations. Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une commission d'historiens et de chercheurs afin de faire la lumière sur le rôle controversé de la France dans cette tragédie et puis d'apaiser les relations avec Kigali. Cette commission aura accès à toutes les archives françaises concernant le Rwanda entre 90 et 94 et un renforcement des moyens judiciaires et policiers pour poursuivre d'éventuels participants au génocide qui se trouveraient en France encore. Alors les zones d'ombre sur le rôle de la France avant, pendant et après ce génocide sont une source récurrente de polémiques, en particulier sur l'ampleur de l'assistance militaire non apportée par la France au régime du président, ou apportée même au président rwandais de l'époque, entre les années donc 90-94. Les circonstances aussi de l'attentat qui lui ont coûté la vie en 94, élément déclencheur du génocide. Autre sujet info du jour, c'est l'automobile. La voiture coûte de plus en plus cher. Le coût d'entretien d'une voiture a augmenté en 2018 avec notamment la hausse du prix des carburants, mais pas que. Il y a aussi eu la hausse des prix d'assurance, de l'entretien, des péages et des parkings. Alors une étude a été faite. En 2018, le propriétaire d'une Clio Essence a dû débourser pour 9000 km parcourus 6 833 € en moyenne. Pour une Peugeot 308 diesel, c'est 9 476 €. C'est tout un sujet sur la mobilité avec ce sujet de l'automobile. On l'a vu d'ailleurs dans les débats autour des gilets jaunes, comme on dit. La mobilité, peut-être Philippe Dornano, vous pouvez en dire un petit mot? Oui, c'est quelque chose qui est essentiel dans la lutte contre le chômage. En fait, un certain nombre de personnes ne peuvent parfois pas accéder au travail tout simplement parce qu'ils n'ont pas la mobilité nécessaire pour y accéder. Donc c'est vraiment important d'encourager cette mobilité. C'est vraiment important que les salariés puissent accéder au site et ça suppose donc des investissements. Alors justement, on entendait, moi j'ai entendu en tout cas quelqu'un, un jeune, qui disait que pour avoir un job, il a dû conduire sans permis pendant 1 an. D'ailleurs, on se pose la question, comment ça se fait qu'on soit obligé de passer un permis, ce qui est logique, alors qu'on peut prendre une voiture électrique sans permis, et là, pas besoin de passer un permis. Là aussi, c'est une injustice, vous ne trouvez pas, Philippe Dornano? Oui, il faut déjà pouvoir payer la voiture électrique, c'est toujours très, très bon marché. Et pour le permis, il y a des impératifs aussi de sécurité routière qu'il faut comprendre. Il y a un autre sujet aussi, nous employons sans nationalité différentes, mais aussi 93% de femmes, et ça peut aussi être un vrai sujet, la mobilité pour les femmes, notamment quand elles sont mères célibataires ou divorcées, qu'elles doivent amener les enfants à l'école. Ce sujet-là peut aussi leur poser beaucoup de difficultés pour trouver des emplois qui soient à proximité et accessibles pour eux tout en s'occupant de leurs enfants. On en reparlera aux élus lorsqu'ils reviendront nous voir sur notre antenne. Merci beaucoup Philippe Dornano. Autre sujet, autre info du jour, c'est Histovec. Oui, j'ai bien prononcé, H-I-S-T-O-V-E-C, retenez ce nom. C'est le nouveau site pour connaître l'historique d'un véhicule. Suite aux nombreuses fraudes sur le marché des véhicules d'occasion, la moitié des ventes, soi-disant, le gouvernement a décidé de mettre en place un site internet qui permet de limiter les risques pour les acheteurs, et c'est donc son nom, Histovec. Il permet aux vendeurs de partager avec un acheteur intéressé l'historique des faits marquants du véhicule enregistré dans le fichier national du système d'immatriculation des véhicules, notamment la date de mise en circulation, les changements de propriétaire, les sinistres à réparation contrôlée, la situation administrative, gages, opposition, vol, etc. Ce service est gratuit et officiel. Alors comment ça marche? Les propriétaires s'identifient sur Histovec, avec ça, leur carte d'immatriculation bien sûr. Ensuite, ils génèrent un rapport et le partagent avec un acheteur potentiel. L'acheteur peut accéder au rapport officiel hébergé sur le site de l'administration. Et c'est officiel depuis janvier 2019. Les principaux chantiers sont pour cette année l'intégration des informations du kilométrage issues des contrôles techniques et intégration aux applications de l'ANTS pour les professionnels. Voilà, donc si c'est pas tout, c'est encore en bêta test, mais allez, vous pouvez toujours retenir le nom histovec.fr. Autre info aujourd'hui, c'est l'entrée en force au capital d'Air France KLM par les Pays-Bas. L'État des Pays-Bas est entré sans prévenir au capital du groupe en achetant plus de 12% des parts. Le ministre des Finances néerlandais a créé la stupeur et ne compte pas s'arrêter là, a-t-il dit. La volonté de notre gouvernement est d'obtenir à terme une position équivalente à celle de l'État français.
a-t-il déclaré, une opération surprise réalisée en quelques jours seulement, sans prévenir ni la compagnie ni l'État français. Avec cette montée express au capital, les Pays-Bas cherchent à protéger les intérêts de KLM. Depuis plusieurs semaines, les tensions montent avec le nouveau directeur du groupe, Benjamin Smith, qui vient de s'imposer au conseil de surveillance de KLM. Les Pays-Bas veulent donc peser davantage dans la gestion de KLM, alors que le patron néerlandais a manqué d'être éjecté la semaine dernière par la direction parisienne. Alors que pourtant, Air France et KLM viennent de signer un accord de commercialisation avec la compagnie régionale grecque Sky Express, ce qui apporte ses 24 lignes desservant les îles du pays au moyen de l'ATR 42 72 500. Air France dessert Athènes à raison de 39 vols hebdomadaires en Airbus 319 au départ de Paris et Roissy, tandis que KLM assure 14 vols par semaine au départ d'Amsterdam Schiphol. Voilà un petit peu les infos sur Air France. Autre info, vous avez peut-être entendu Muriel Pénicaud, ministre du Travail, dire qu'un chômeur sur 5 toucherait plus que son ancien salaire. Après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage, on s'interroge. Pôle emploi affirme que pour 21% des ouvertures de droits entre 2015 et 2017, l'association mensuelle nette était supérieure au salaire mensuel net antérieur, selon la méthode de calcul du taux de remplacement. L'UNEDIC reconnaît qu'il s'agit de cas très particuliers d'allocataires qui travaillent de manière fragmentée, alternent entre chômage et emploi et touchent de petites indemnités. Alors qu'est-ce que le taux de remplacement? Eh bien c'est le rapport entre l'allocation journalière et le salaire journalier de référence. C'est-à-dire, si vous gagnez par exemple 70 € par jour, vous aurez droit à 40 € d'indemnisation chômage. Votre taux de remplacement sera donc de 57,1%. Mais il y a beaucoup de plafonds dans la réglementation actuelle qui empêchent logiquement un chômeur de gagner plus qu'en travaillant. Et l'allocation de toute façon journalière ne peut pas dépasser 75% du salaire journalier de référence. Philippe Dornano, vous voulez réagir? Bon, tout ça est très complexe, il y a un débat, il y a une polémique dessus. Moi, je peux simplement vous donner un ressenti pragmatique. Nous avons notre site de production, nous produisons tous nos produits Système en France. Notre site de production est à Blois. Nous avions 24 postes ouverts qui sont plutôt des postes non qualifiés pour une bonne partie d'entre eux sur le site, et nous en avons recruté 4. Et en réalité, quand nous proposons des CDI, un certain nombre des intérimaires que nous employons nous disent qu'ils préfèrent rester intérimaires. Donc c'est un ressenti, c'est peut-être pas vrai dans toutes les régions, c'est peut-être pas vrai, ça peut dépendre de beaucoup de choses, mais en tout cas c'est quelque chose qui est réel dans certains endroits, et donc ça doit poser aussi la question de savoir que le travail soit plus favorable que le non-travail. Et on reparlera tout à l'heure donc des recherches d'emploi, enfin des postes que vous avez à pourvoir, et surtout la difficulté de trouver les profils. On en reparlera tout à l'heure si vous voulez bien, Philippe Dornano. Autre info aujourd'hui, eh bien, c'est sur les retraites. Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, confirme que l'âge légal de départ ne sera pas modifié malgré, dit-il, la polyphonie gouvernementale. Sa feuille de route ne prévoyait pas de toucher à l'âge légal qui est fixé à 62 ans, je vous le rappelle. Il consulte depuis plus d'un an syndicats et patronat sur le futur régime universel censé remplacer les 42 existants. Ils ont notamment abordé cette semaine la question des dispositifs de solidarité tels que les pensions de réversion versées aux veufs et aux veuves. Parmi les propositions à l'étude, dit-il, pour harmoniser les 13 systèmes de réversion en vigueur, nous souhaitons garantir le niveau de vie du couple en cas de disparition d'un des deux conjoints. Il poursuit en disant « Cela pourrait se traduire par la garantie d'un pourcentage des revenus du couple, par exemple de 66%. Concernant les droits familiaux, nous pourrions par exemple ne plus accorder 10% au père et à la mère au troisième enfant, car ceci accentue l'écart entre les hommes et les femmes au profit des hommes, mais donner dès le premier enfant un pourcentage ou un forfait. Alors que le système actuel pénalise les carrières de courte ou hachées, eh bien le haut-commissaire entend corriger cette injustice grâce au système à points. Il dit « Chaque fois que vous aurez un revenu, vous acquérez des points. À partir de 62 ans, c'est vous qui déterminerez le moment de partir en fonction du niveau de pension que vous estimez suffisant. » Alors Philippe Dornano, est-ce que c'est complexe? Qu'en pensez-vous du système de retraite? Déjà, la première chose, c'est qu'on a choisi, et il faut l'assumer, de travailler beaucoup moins que le reste de l'Europe. On a, à travers les 35 heures et à travers une retraite qui a été passée d'abord à 60 ans, puis à 64
progressivement à 62 ans, on travaille beaucoup moins que le reste de l'Europe en économie ouverte et ça a un impact sur notre économie. En même temps, on n'est pas tous égaux devant l'âge. Il y a des gens qui peuvent continuer à travailler, qui ont envie de le faire, d'autres qui sont assez fatigués, même parfois à 60 ans, certains qui ont des emplois aussi qui sont plus difficiles, plus durs. Donc l'idée est bonne d'avoir plus de flexibilité, de permettre aux gens de partir quand ils le souhaitent. Pour autant que le système soit simple, aujourd'hui il est incompréhensible pour les salariés et de nouveau d'expérience, la plupart de nos salariés quand ils arrivent à l'âge légal de la retraite souhaitent partir parce qu'ils ne savent pas quel avantage ils ont à continuer à travailler. Il faudrait qu'ils puissent percevoir réellement l'avantage qu'ils ont et pas seulement en leur promettant des pensions futures, mais en leur donnant un avantage à rester au travail qui soit réel pour eux. Merci beaucoup Philippe Dornano pour vos commentaires. Alors, dernière info du jour, c'est le Japon. Nouvelle Eldorado pour ceux qui exportent. Depuis le 1er février, tous les produits européens sont désormais exemptés de taxes de douane au Japon. L'Union européenne avait signé une entente similaire avec la Corée du Sud en 2011. Le Vietnam d'ailleurs devrait suivre. Cet accord de libre-échange tombe à point nommé à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby cet automne au Japon avant les Jeux Olympiques à l'été 2020. C'est un pays exigeant en termes de temps et de qualité. D'ailleurs, ils épluchent les étiquettes et donc on ne vient pas au Japon pour faire des coups économiques. Saviez-vous que la nouvelle ère impériale va débuter le 1er mai? Elle va s'appeler Reiwa à l'occasion du début du règne du nouvel empereur Naruto qui succède à son père, le souverain Akihito. Les deux idéogrammes de Reiwa peuvent signifier agréable, ordre et harmonie ou paix, a annoncé le gouvernement japonais. Alors vous, Philippe Dornano, vous connaissez bien le Japon. Oui, j'y vais tous les ans, j'y vais dans un mois et demi. C'est un pays qui est absolument passionnant et fascinant, un grand pays. Pour nous, pour la cosmétique, c'est un grand pays à la fois consommateur et producteur. Nous y avons une filiale et c'est pour toute marque de cosmétique un pays auquel on est très attentif parce que ce soit son marché de consommation, que ce soit les concurrents aussi qu'on a au Japon. Donc voilà, on a une filiale et on emploie 200-300 personnes. Merci beaucoup pour vos commentaires. Pour finir nos infos, eh bien, on va passer la parole à Bruno Vigoureux. Bruno, bonjour. Alors, le débrief sportif du week-end. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Je suis sûr que vous y avez cru. Eh bien non, c'est raté. Il faudra attendre un petit peu, faire preuve de patience, mais soyez rassurés Florence, le Paris Saint-Germain sera champion de France. Sauf qu'on ne sait pas quand. Il aurait pu l'être hier s'il avait battu Strasbourg, mais pour la première fois de la saison, les Parisiens ne se sont pas imposés sur leur pelouse du Parc des Princes. Alors, avec ce match nul 2-2, Paris devra patienter au moins une semaine pour fêter son sacre de champion. Car après le match nul de Lille, deuxième du classement, Paris pouvait être champion, mais le héros du match, ça a été hier Choupo-Moting, l'attaquant du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a ouvert le score, ouvrant la voie d'un succès. Et puis il s'est distingué à sa manière, alors que le Paris allait marquer, il s'est retrouvé sur la ligne de but alsacienne et il a empêché tout simplement le ballon de rentrer dans les buts. Bizarre, non? Mais bon, on ne va pas vous le cacher, il n'y a aucun suspense. La question n'est pas de savoir qui va être champion, mais vous l'aurez compris, juste de savoir quand le PSG sera champion. Alors le PSG roule pépère vers la fin de la saison, le coude à la portière en sifflotant à cette journée de la fin de la compétition. En fait, il ne reste plus qu'un match à gagner aux Parisiens pour réussir une saison à peu près correcte, c'est-à-dire la finale de la Coupe de France le 27 avril contre Rennes au Stade de France. Un match où Neymar d'ailleurs pourrait faire son retour à la compétition après une longue blessure. Sinon, deux autres grands du championnat de France sont bien malades. Marseille, battu à Bordeaux vendredi soir 2-0. Et Lyon, qui s'est incliné à domicile contre Dijon 3-1 après son élimination en demi-finale de la Coupe de France. Si le PSG navigue dans des eaux paisibles, la tempête n'est pas loin pour Lyonnais et Marseillais. Pour ces deux clubs, la fin de la saison pourrait être longue. 2 étages en dessous de la Ligue 1, c'est-à-dire en National, la fin de saison va être compliquée pour l'équipe de la région, l'Entente Sannois-Sagracien, qui se bat pour se maintenir à ce niveau. Et d'ailleurs, à ce sujet, la victoire obtenue contre Chambly 2-1 est une vraie lueur d'espoir. En rugby, le week-end a été compliqué pour le Stade français et le Racing en top 14. Les Parisiens se sont une nouvelle fois inclinés à Grenoble et voient s'éloigner leurs chances de qualification pour la phase finale.
Pour le Racing, leur match à Clermont a été cruel. Abattu après leur élimination en quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse la semaine dernière, les Franciliens allaient à Clermont hier. Un endroit pas évident pour se refaire une santé. Mais alors que Clermont semblait avoir le match en main, les Auvergnats ont vu revenir le Racing au score à 31-31. Et à la dernière seconde, les Franciliens pouvaient même l'emporter. Mais Maxime Machenaud, le demi-mêlée du Racing, manquait la pénalité de la gagne d'un rien. Ouais, vraiment cruel. On va continuer et finir d'ailleurs dans les sports collectifs, mais cette fois dans une discipline. Un combat terrible pour la conquête du titre de champion de France. Les deux équipes sont à égalité, 3 victoires partout. Le 7e match demain décidera donc du titre de champion de France. Voilà Florence, les faits marquants de ce week-end, riche et passionnant. Et vivement le week-end prochain, lui aussi, il s'annonce somptueux. À lundi. Merci. Merci beaucoup Bruno Vigoureux. En tout cas, à jeudi pour un secret de cuisine. Absolument. On va demander à Philippe Dornano et à notre autre jeune entrepreneur si le sport en entreprise s'est pratiqué. Oui, on pratique on a une association sportive et on pratique le sport, des sports qui sont différents. Ça peut aller de la pétanque au football. Qui sera aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Moi, je suis plutôt joueur de rugby qui sera aux Jeux Olympiques aussi, mais en rugby à 7. Mais effectivement, on a des sports et puis on soutient une association qui est formidable, qui s'appelle Sport dans la ville et qui organise pour les jeunes à la fois du foot, du basket et maintenant du rugby grâce à nous. Parce qu'on on les a aidés à monter leur programme rugby en région parisienne. À l'origine, c'est lyonnais. Et qui surtout permet à ces jeunes de conseiller ces jeunes dans leur orientation. Donc c'est un magnifique projet. Beaucoup d'entreprises françaises les soutiennent et ils font un travail formidable. Alors Philippe Dornano, vous présidez l'entreprise Sisley, bien connue de fleuron français de la cosmétique. Mais en même temps, vous êtes à l'origine du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Donc vous vous considérez comme une entreprise de taille intermédiaire, c'est bien ça ? On se considère comme Sisley, mais on est effectivement une entreprise de taille intermédiaire. On s'est surtout mobilisé avec un certain nombre de chefs d'entreprise. À l'époque, c'est à l'initiative d'Yvan Gattaz, le père de Pierre Gattaz, dans le milieu des années 90, face à la destruction de tout notre tissu d'entreprise moyenne en France. En réalité, en 1980, on avait autant d'entreprises de ce type que les Allemands. Entre 80 et 2000, on a vu toutes ces entreprises être vendues pour des raisons qui étaient essentiellement fiscales, c'est-à-dire doublement des droits de transmission sur les parts d'entreprise qui faisaient que ces entreprises ne pouvaient pas se transmettre. Et donc on s'est regroupé, organisé pour essayer de faire connaître cette situation qui était très peu connue. Et en 2008, on a plaidé également pour qu'on crée une catégorie statistique qui soit la catégorie qui représente ces entreprises. On parlait pour une entreprise comme Sisley, une entreprise de notre type, de grosses PME. Or la PME, ça s'arrête à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour comprendre l'absurdité du mot grosse PME, il suffit de le prononcer. C'est grosses, petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire rien. En réalité, ces entreprises n'existaient pas. Elles n'étaient pas prises en compte dans les politiques publiques. On ne comprenait pas aussi l'impact que les politiques publiques pouvaient avoir sur elles. Et donc, nous avons plaidé pour que se crée cette catégorie qui va de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, de 250 salariés à 5000 salariés. C'est ce que les Allemands appellent le Mittelstand. C'est ce tissu d'entreprises moyennes, grandes, très industrielles et qui font la force des territoires allemands. Alors justement, vous dites que la baisse de l'industrialisation depuis les années 1982 est due surtout à la taxation, parce qu'on a énormément taxé. Expliquez-nous un petit peu sur quoi on a taxé les entreprises et surtout de comparer peut-être avec l'Allemagne. En fait, il y a eu deux sujets. Le premier, c'était le long terme. Pour qu'une entreprise arrive à une certaine taille, il lui faut du temps. Or, les transmissions d'entreprises ont été bloquées. Et donc, ces entreprises se vendaient la plupart du temps à des entreprises étrangères qui délocalisaient les sites de production parce qu'ils rationalisaient après leur achat
leur production. Et on a vu la disparition, par exemple, de la filière ski, Rossignol, Salomon. Donc, à cause justement des taxes de transmission d'entreprise, Rossignol et Salomon étaient membres de notre association, donc justement étaient bloqués dans les transmissions de leur entreprise. Et voyant que la situation n'évoluait pas, ces entreprises ont été vendues. De nombreux emplois, notamment dans les vallées où ils produisaient, ont été détruits, sans d'ailleurs un grand succès économique, puisque les reprises n'ont pas forcément été des grands succès. Et on a perdu, à cause de cette politique, énormément de substances. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a en France, pendant 40 ans, pénalisé le travailler et produire en France. La fiscalité, c'est un ensemble. On ne peut pas prendre par petits bouts, il faut prendre la globalité de la fiscalité et la comparer. Dans l'Union européenne, la France taxe ses entreprises un peu moins maintenant que 18% de son PIB, 17,8% de son PIB. En moyenne européenne, on taxe ses entreprises à 12,1% du PIB et en Allemagne à 9,7% du PIB. Pour le dire simplement, et par une statistique plus simple, on taxe en France à peu près 50% de plus, globalement, les entreprises que la moyenne européenne. Et ça, durablement, depuis 40 ans. Donc tout le travailler et produire en France, c'est petit à petit délité. Et on a aujourd'hui, à population comparable, à peu près la moitié de l'industrie, de ce que les Allemands ont en industrie, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 80, et qui est une énorme déperdition économique pour notre pays. Alors vous dites aussi que la bonne nouvelle pour le gouvernement actuel, c'est qu'on est en train d'alléger les charges sur les bas salaires, mais on ne s'occupe pas du tout des charges sur les salaires qualifiés. Et là, il y a un gros problème, et un gros problème de trouver des talents même aussi. En réalité, quand vous regardez en quoi consiste ces 18% de taxation et où est l'écart, où la France taxe plus que les autres pays européens, il y a deux postes principaux. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'impôt sur les sociétés. On a un taux qui est plus élevé, mais comme on est taxé en amont, en réalité, le montant en part de PIB est à peu près la même. Il y a deux sujets. Le premier, c'est les charges sur les salariés qualifiés, c'est-à-dire tous les salariés de la montée de gamme, de l'exportation, de la recherche, tous ceux qui font le succès des entreprises industrielles. Et là, on a un véritable écart. En moyenne européenne, les taxes sur les cadres, c'est 1,21 de charges sociales patronales. En France, c'est 1,45. Et ça, durablement de nouveau. Et donc, ça pénalise énormément les entreprises qualifiées françaises. Ça freine ce montée de gamme que, par ailleurs, nos hommes politiques de droite comme de gauche appellent de leur vœu. Puis le deuxième sujet, ce sont les taxes de production, les taxes locales et sectorielles. Ces taxes, elles représentent 4,2% de PIB en France et 0,7 en Allemagne, c'est-à-dire qu'on paye en France 7 fois plus de taxes de production qu'en Allemagne. Il ne faut pas s'étonner après que les Allemands investissent beaucoup plus sur leur territoire. Et c'est terrible parce que c'est vraiment, nous taxons le travailler et produire en France. C'est-à-dire que nous incitons même nos grandes entreprises à monter leur site de production à l'étranger. Donc finalement, c'est pas pour demain qu'on va pouvoir réindustrialiser la France, vous pensez qu'on n'en a pas encore assez pris conscience? Si, je pense qu'on a tout pour réussir. Les Français sont très productifs, on a une tradition d'inventivité, on est très très bien placé en Europe, idéalement placé, on a des bons équipements, des façades maritimes, on a vraiment la vocation à avoir un pays qui soit un pays extrêmement dynamique économiquement, et on l'a été à de nombreuses époques. Il faut simplement prendre conscience que nous sommes en économie ouverte, et qu'en économie ouverte, il faut se situer dans un environnement qui soit raisonnablement compétitif par rapport à notre environnement immédiat, c'est-à-dire nos voisins européens. Si nous sommes capables collectivement de le faire, nous avons vraiment vocation à avoir une économie puissante. Alors vous dites aussi qu'une des taxes, par exemple, c'est la taxe parking. Expliquez un petit peu aux auditeurs comment ça se passe. Il y a 230 taxes différentes. La taxe parking en est une, mais il y en a beaucoup. Ce sont des taxes qui portent en plus sur l'investissement, le foncier, la masse salariale. Ce sont des taxes que vous payez quand vous investissez, quand vous créez. Donc avant même de produire de la richesse, c'est ça? Avant même de produire de la richesse. Avant même de vendre ce que vous produisez. Les Allemands, par exemple, leurs taxes de production qui sont plus faibles que les nôtres sont sur le bénéfice. C'est-à-dire l'entreprise marche bien, on la taxe, ce qui est logique. En France, ça n'est pas sur le bénéfice, c'est sur la masse salariale. Les taxes transport, les taxes parking, ce sont des taxes quand vous recrutez des gens et que vous créez des équipements on parlait de mobilité, pour faciliter justement leur mobilité. Si vous faites un investissement industriel en France, c'est immédiatement des taxes
qui sont très lourdes, qui portent sur ces investissements, que vous ayez fait ou pas des profits. Et donc c'est assez terrible. Et ce qui est aussi terrible, c'est que ce sont les collectivités locales dépendent de ces ressources. Donc elles ont pour ressources des choses qui détruisent leur économie locale. La tuyauterie fiscale telle qu'elle est faite en France fait que malheureusement les collectivités locales dépendent de ces ressources, sinon pour les investissements qu'elles ont besoin de faire, mais en même temps ces ressources détruisent leur activité. Il faudrait repenser complètement la tuyauterie fiscale. Le gouvernement s'était engagé à ouvrir ce chantier. Il faut espérer que vraiment il soit pris en compte d'une manière collective et forte pour qu'on puisse revenir à une situation de compétitivité qui nous permette de créer des emplois et de l'activité. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on s'harmonise au niveau européen et d'être à peu près tous au même niveau? Ça serait l'idéal? Il faut arriver à être, alors je ne sais pas si au même niveau, parce qu'il y a forcément une concurrence de gestion aussi de l'État, il y a aussi un sujet de dépenses publiques, mais vous voyez par exemple, on nous dit que c'est un problème de dépenses publiques, et ça n'est pas tout à fait vrai. En Scandinavie, il y a aussi des fortes dépenses publiques. Mais en Scandinavie, on ne taxe pas, cette surdépense publique, elle n'est pas financée par les entreprises. Parce que les Scandinaves ont compris que ça pénaliserait leur économie. Ils le financent par la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la consommation. Ce qui veut dire que les produits qui sont taxés sont des produits éventuellement produits dans leur pays, mais aussi des produits qui sont produits à l'étranger. Et donc, ça ne pénalise pas leur économie. En France, on a fait le choix d'une forte dépense publique. Questionner ce sujet ou pas, on peut avoir des avis différents sur ce sujet, mais on le finance par une surtaxation des entreprises et par la dette, ce qui est vraiment, le faire de cette manière-là, c'est détruire notre économie. Merci beaucoup Philippe Dornano. Est-ce que vous pensez que ça va être un long chemin ou est-ce que nos politiques en ont conscience? Sur les transmissions d'entreprises, il y a eu des vrais progrès, il y a eu des vrais progrès de ce gouvernement. C'est un sujet qui est polémique aujourd'hui, mais par exemple, la suppression de l'ISF sur les parts d'entreprise, c'est retirer un point qui provoquait les ventes d'entreprises françaises. Et donc, c'est une mesure qui est courageuse et utile. L'encouragement, notamment dans la dernière loi de finances, la simplification des règles de transmission d'entreprise, c'est aussi un pas qui est très positif et qui permet de reconstruire une économie du long terme, une économie de bâtisseurs. Et en ça, c'est très utile. Sur les taxes de production, on est devant le problème et on va voir si le gouvernement s'en saisit ou pas, mais c'est vital, c'est le travailler et produire en France. Et sur les charges sociales sur les salariés qualifiés, c'est un vrai débat où un certain nombre d'économistes prennent des positions qui sont uniquement favorables à la baisse des charges sur les bas salaires en prétendant que c'est ça ce qui permet d'agir contre le chômage. C'est vrai à très court terme, c'est faux à moyen terme. Donc, là encore, ce qui est toujours intéressant, c'est quel est le terme. Si on veut reconstruire une économie forte, il faut rendre les entreprises compétitives. La baisse des charges sur les bas salaires, c'est un peu l'étape au-dessus des emplois aidés. C'est mieux que les emplois aidés, mais ce n'est pas ça qui va permettre de reconstruire une économie forte avec une industrie et une industrie. Encore donc un long chemin à faire ensemble entre chefs d'entreprise, économistes et hommes politiques, voire hauts fonctionnaires. Merci Philippe Dornano. Je vous propose tout de suite notre première pause musicale avec Chris Isaak et on revient avec nos deux invités du jour. Alors là, on va très vite aujourd'hui. Si vous voulez interagir, vous avez le droit, vous me faites un petit signe que je puisse vous annoncer, il n'y a pas de problème. Ça marche. Bon là, comme d'habitude, 1 minute 30, pas plus, parce que à 45, il faut qu'on fasse la chronique. Il faut qu'après, il ait au moins 10 minutes, un quart d'heure de parole. Vous avez créé quand? Parce que j'ai pas de... Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ah oui, donc vous avez déjà un bon recul. Super. J'ai pas trouvé depuis qu'on s'était créé. C'est vrai que c'est pas écrit sur notre site internet. Excusez-moi pour... Mais ça fait rien. C'était la catastrophe ce matin. Qu'est-ce qui vous êtes venu comment? Je suis venu en voiture, mais j'ai eu un accrochage. Je me suis... pour désolée. rien, mais j'ai... Bon, il n'y a pas de mal physique? Non. Bon, bah ça va, c'est juste un problème de constat. Voilà. Mais je voyais l'heure tourner. C'est une gros impact? Non, c'est juste j'étais en train de discuter. Bon, bref, je suis complètement responsable. Et du coup, vous avez beaucoup abîmé l'autre voiture? Non, justement, rien du tout, mais je suis quand même rentré dans ces pièces. Bon. Ah, putain de téléphone. Ouais.
Non, il faut que Ah, je m'interdise. C'est de la faute de Julien, donc. On a compris. Ah, ça, c'est intéressant. On y retourne? Faut qu'on y retourne. Voilà, il y a, ouais, bah, si on en Non, met non, non. pas, alors c'est pas la peine d'en mettre, parce que là, C'est quoi? ça fait même pas une minute. Ah bon? Ah, Je sais pas. Bon, d'accord. tu te rends même pas compte. Bah non, parce que quand je vois toutes les questions Ah bah, que j'ai à faut lui pas en poser, mettre, je me alors, dis oh là là, oh on là peut là. pas en mettre une minute. Bon, Là, ça va se terminer, je vais hein. peut-être commencer par, on va continuer sur le débat. La dernière question que je voulais vous poser, c'était quels sont les défis actuellement pour une entreprise comme la vôtre? Et puis après, Ouais. on va repartir sur l'historique. Au bar de l'économie, vous venez d'entendre Chris Isaac et moi je suis en compagnie de Philippe Dornano, président de Sisley, et d'Auriel Darmon pour sa start-up Student Pop. Alors Philippe Dornano, je rappelle que vous êtes aussi le président, vous êtes à l'origine du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Justement, pour une entreprise comme la vôtre, quels sont les défis actuellement? Bon, on a parlé des taxes, on va peut-être pas reparler de ça maintenant, mais là, cette fois, pour Sisley, quels sont les défis du 21e siècle? Vaste question. on a de nombreux défis. Le succès d'une entreprise, c'est un tas de choses, mais les deux axes principaux, c'est d'abord d'avoir des produits exceptionnels. On est dans une industrie, la cosmétique, qui est très porteuse, qui se développe avec l'enrichissement du monde, mais qui est très très compétitive. Il y a énormément d'entreprises et de concurrents, il y a énormément de recherche. Donc le premier défi, c'est de continuer à faire, qui sont très bien produits, de continuer à faire des produits formidables. Vous ne pouvez pas faire de succès de long terme si vous n'avez pas un produit exceptionnel. Donc ça veut dire de la recherche, ça veut dire un travail autour aussi de cette recherche pour arriver à faire des produits qui soient adaptés, des voyages dans le monde entier pour bien comprendre chacun des consommateurs en Amérique, en Asie. Oui, parce que c'est très complexe finalement. Selon, par exemple, l'humidité de l'air, on ne fait pas les mêmes crèmes qu'on soit dans C'est à les la fois continents, c'est complexe ça? et pas complexe. En fait, on vend une méthode de soin et on raisonne plutôt par type de peau que par couleur de peau. Et notre produit convient dans le monde entier. Par contre, il faut comprendre l'évolution des attentes des consommatrices. Et pour ça, il faut beaucoup travailler avec elles, leur parler, travailler avec nos équipes de vente. Puis le deuxième sujet qui est l'enjeu, c'est que moi je suis rentré chez Sisley, qui était une entreprise, comme vous l'avez dit, créée par mes parents. L'entreprise était une PME, une petite PME. On avait 100 salariés, on faisait surtout notre chiffre d'affaires en France. On parle du milieu des années 80. Et aujourd'hui, on s'approche de 5000 personnes, de 100 nationalités, des gens dans le monde entier. Et le vrai défi, c'est comment attirer les talents. Et le vrai défi, c'est comment aussi fonctionner quand vous êtes 5000, en gardant cette façon de travailler. Cet esprit PME. Réactive, pas PME, pas start-up, c'est peut-être un peu d'éthique de langage, mais ce côté réactif, créatif, avec des équipes qui restent motivées, alors que vous devenez plus grand. Le vrai enjeu, d'ailleurs, pour les organisations, c'est la taille. C'est plus difficile de gérer une administration de grande taille, c'est plus difficile de gérer une grande entreprise, c'est plus difficile de motiver les équipes quand ce sont des grandes entités. On nous vend d'ailleurs toujours le grand, le big, et en réalité, des entreprises moyennes, grandes, agiles, c'est souvent des formats qui sont intéressants pour les salariés, mais encore faut-il arriver à garder cet état d'esprit, et c'est pas la même chose quand vous êtes 5000 que quand vous êtes 100, on ne se connaît pas de la même manière, il faut trouver des manières de continuer à motiver les gens. Alors justement, dites-nous un petit peu, puisque vous l'avez cité, c'est vos parents, Hubert et Isabelle Dornano, qui ont créé cette entreprise en 1976. Comment leur est venue l'idée? Pourquoi ils se sont-ils dit d'aller dans la cosmétique? En fait, ma famille travaille dans la cosmétique depuis les années 30. Et ça a été toujours des affaires de famille, et ça a toujours aussi, enfin ça a souvent été des affaires aussi de couple. Ce qui était peut-être inhabituel dans les années 30, c'est mon grand-père et ma grand-mère qui les premiers se sont intéressés à la cosmétique, qui ont fondé dans les années 30, qui ont travaillé, mon grand-père avait travaillé pour le grand parfumeur de l'entre-deux-guerres, René Coty, qui a été l'un des grands inventeurs d'accords parfumés, et il a découvert la cosmétique à cette occasion. Et quand Coty est mort au milieu des années 30, il a convaincu, ma famille n'était pas très fortunée à l'époque, il a convaincu un des cadres du groupe de créer avec lui une affaire de cosmétique.
Ils ont créé une première affaire. Ils l'ont vendue après la Deuxième Guerre mondiale pour s'associer avec leurs 2 fils qui venaient de monter une petite affaire de parfum, donc mon père et mon oncle. Cette deuxième affaire qui portait notre nom, Orlan, avec 2 lettres changées, on l'a développée pour en faire une des grandes affaires de cosmétiques de l'époque. Puis mon oncle a fait une carrière politique, donc s'est retiré de l'entreprise. Mon grand-père a pris sa retraite et malheureusement ma grand-mère est décédée assez jeune. Et donc mon père s'est retrouvé seul, c'était le cadet. Et puis au bout d'1 an, il leur a dit vous êtes plus dans l'affaire, vous faites plus les investissements qu'il faut pour la développer. On va finir par se disputer. Moi je veux pas, donc je pense qu'il faut la vendre. Et j'ai d'ailleurs un acheteur. On l'a vendue et mon père a dirigé l'affaire pour le groupe américain qu'il avait racheté pendant presque 6 ans. Il a beaucoup développé encore. Puis au bout de 6 ans, il avait 48 ans. C'est ces générations d'entrepreneurs. Il a été dans une affaire où il y avait qui était très importante. Et il s'est dit, si je re-signe un contrat avec le groupe américain qui est propriétaire, je ne recréerai pas ma propre affaire. Donc c'est maintenant ou jamais. Il a démissionné, pris l'argent qu'il avait gagné et tout réinvesti pour recréer de zéro une nouvelle affaire qui était Sisley avec ma mère. Et de zéro, il a tout remonté avec un nouveau concept dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Qui est la phytocosmétologie et avec une approche qui est finalement qui était surtout basée sur le produit et son efficacité. En fait, alors justement, expliquez-nous ce qu'est la phytocosmétologie telle que vous l'entendez chez Sisley. Et il a été très pionnier dans ce domaine-là, ce qui était aussi un peu naturel parce qu'on avait l'un des plus gros laboratoires de recherche en cosmétique à l'époque avec notre précédente affaire. Et au milieu des années 60, on voit arriver des nouveaux actifs. Donc, pour le résumer très sommairement, la recherche cosmétique, c'est d'abord de comprendre la peau, comment elle fonctionne, et les applications cosmétiques que vous pouvez avoir compte tenu de son fonctionnement. Donc ça, c'est une recherche que vous faites, mais aussi vous suivez tout ce qui se fait dans le monde entier. La recherche, c'est pas du tout tout mettre dans un grand garage et puis avec des chercheurs enfermés, mais c'est vraiment d'être ouvert sur le monde. Et c'est ensuite de trouver les actifs qui vont agir sur les mécanismes de la peau pour pouvoir obtenir le résultat cosmétique. Et au milieu des années 60, on nous propose des nouveaux actifs qui sont issus de progrès technologiques, la découverte du microscope électronique, des progrès aussi dans les techniques d'extraction, qui sont des actifs naturels. Des actifs qui sont non pas issus de la chimie de synthèse, mais issus de la chimie des plantes. Mais ce n'est pas les plantes en elles-mêmes, ce sont des actifs précis issus des plantes. On commence aussi à étudier de manière scientifique les plantes et à voir tous les actifs qu'on peut en extraire. Et c'est à partir de ces nouveaux actifs qu'on commence à travailler, parce que mon père, quand il voit les résultats avec ses équipes de recherche, voit que ces actifs ont des bien meilleurs résultats. Et il se dit, si je crée une nouvelle marque cosmétique, je vais me spécialiser dans ces actifs parce que c'est le futur. Donc on n'a pas créé ça. Aujourd'hui, il se crée beaucoup de marques très axées sur le côté marketing des plantes, l'écologie, le bio, etc. Nous, on a vraiment créé au départ notre marque sur l'idée de l'efficacité. Ces actifs naturels avaient des meilleurs résultats. Et la deuxième chose, c'est qu'on a commencé à regarder les prix. Et si c'est des actifs qui sont plus chers, produits de récolte. D'un point de vue industriel, c'est plus compliqué parce que vous travaillez avec une matière qui chaque année se renouvelle, vous travaillez avec du vivant. Oui, une matière qui est fraîche en plus. Et quand on a commencé à regarder les prix de revient, c'était beaucoup plus cher. Et on s'est dit, si on veut être libre de formuler comme on le souhaite, alors il faut être plus haut de gamme. Et on a positionné Sisley plus haut de gamme. Donc on n'a jamais fait une étude de marché en se disant on va faire une marque de luxe, ni d'ailleurs on ne s'est pas non plus dit on va faire une marque écologique. On a vraiment travaillé sur l'idée de liberté et d'efficacité, pouvoir faire les formules qu'on avait envie de faire, et ça a été le départ de Sisley. Voilà, et donc belle entreprise, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 4000 salariés de 100 nationalités différentes, et vous exportez dans 90 pays. Donc la phytocosmétologie, c'est donc l'association des produits naturels finalement, voilà, c'est ça. Avec... En fait, c'est des actifs qui sont issus de la chimie des plantes, de la chimie verte. De la chimie naturelle. Mais c'est un process qui est très scientifique. On n'est pas du tout dans un domaine d'herboristerie. En fait, on s'est servi des connaissances anciennes sur l'utilisation des plantes, mais on l'a passé à un autre niveau, qui est le niveau de la science. Pensez qu'il y a 800 000 plantes dans le monde, et qu'il y en a sans doute à peu près le même nombre dans la mer,
qu'à peu près 10% seulement d'entre elles sont scientifiquement étudiées, c'est-à-dire qu'on a listé les listes d'actifs qu'on peut extraire, que les possibilités d'association entre ces plantes sont extrêmement importantes, ce qu'on appelle la synergie. Vous savez, vous prenez deux actifs et 1 et 1 font 3 en fait, parce que ça donne un résultat qui est différent. Donc un champ d'investigation qui est extrêmement intéressant et qui donne des résultats qui sont des résultats tels que un grand nombre de nos concurrents ont fini par adopter, utiliser ces actifs. Il y a vraiment, ça a été sans doute la grande révolution dans la cosmétique, l'utilisation de ce type d'actifs. Et donc pour le futur, de nouvelles, c'est vaste finalement la recherche, puisque vous dites qu'on n'utilise que 10%, on ne travaille que sur 10% des plantes, alors qu'on en connaît beaucoup plus si on associe ce qui est sur Terre et ce qui est dans la mer. Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires que vous réservez à la recherche? Alors, je n'ai pas une idée de chiffre d'affaires, de pourcentage précis, parce qu'on ne raisonne pas comme ça. Ce d'autant plus que la recherche, ce n'est pas forcément une question d'argent. La recherche, c'est une question d'implication. C'est là où d'ailleurs une entreprise comme la nôtre a une grande force. Ce qui est très important, c'est de travailler avec ces équipes de recherche et entreprises familiales. Nous travaillons de manière très très constante avec nos chercheurs. J'y vais d'ailleurs après l'émission, j'ai justement travaillé avec eux, mais tous les mercredis, et c'est très spécifique à notre marque, les propriétaires et leurs équipes travaillent avec les équipes de recherche pour leur donner les indications. Si vous travaillez avec des chercheurs sans leur donner des indications, ils ne trouvent pas les produits adaptés. Il y avait même eu une étude très intéressante dans l'automobile dans les années 90 du professeur américain Susan Berger qui avait expliqué que les mauvais résultats de l'automobile américaine étaient liés à la hiérarchie et au cloisonnement des structures dans les entreprises américaines qui faisait que les chercheurs ne parlaient pas avec les marketeurs, ne parlaient pas avec les vendeurs. Et nous, notre force, c'est justement qu'on connaît très bien ce métier et qu'on a une interaction très constante, hebdomadaire, avec les équipes de recherche pour faire les produits adaptés. Alors, quelles sont les demandes des consommateurs, justement? Vers quoi va-t-on aller? Alors, on regarde les demandes des consommateurs, mais on a surtout envie, en les observant, de réfléchir aux besoins qu'ils peuvent avoir. L'idée n'est pas toujours simplement de regarder quelles sont les demandes des consommateurs, mais parfois de créer les modes. On fait aussi du maquillage, on fait aussi du parfum. Je vous prends un exemple pour le maquillage. Le maquillage est un domaine qui est passionnant et intéressant. Nous avons pris le parti d'utiliser notre savoir-faire soin pour apporter au maquillage, puisque nous sommes plus haut de gamme, nous pouvons vendre les produits maquillage un peu plus chers, apporter au maquillage tout notre savoir-faire soin. C'est un produit qu'on met toute la journée ou toute la soirée sur le visage, donc c'est pas neutre pour la peau. Et on peut venir avec une proposition qui soit plus qualitative, à la fois sur le savoir-faire soin et même sur les technologies les plus haut de gamme de maquillage qui seraient limitées pour d'autres marques parce qu'elles ont, vous savez, elles ont un brief prix, pour employer un horrible mot marketing, et donc elles sont un peu contingentées dans ce qu'elles peuvent faire. Nous avons la chance, en étant haut de gamme, d'être assez libres et de pouvoir essayer, tester des choses qui nous permettent de faire des produits qui soient plus innovants et plus qualitatifs. Merci beaucoup. Vous allez peut-être nous dire quelques produits juste après cette seconde pause musicale. Vous allez nous donner quelques conseils quand vous dites maquillage à la fois. Qu'est-ce que vous entendez par? C'est quoi? C'est des fonds de teint, des fonds de teint. Mais à quoi? Il faudrait nous dire concrètement à quoi ils sont associés. Tu ne mettais pas la chronique? La chronique, on va la mettre. C'est peut-être Pascal Boniface. Moi, je l'avais pris au cas où. C'est peut-être Pascal Boniface qu'on va retarder à une autre fois. Non, ce que tu veux. Non, on va passer la chronique RH vers 10h. Et on va aller comme ça, Philippe Dornano et Auriel auront beaucoup plus de temps de parler. On va zapper la chronique de Pascal Boniface. C'est la famille Jean Non, c'est Guillaume, Hubert, Michel. Comment on connaît tous Maire de Deauville. Ah, le maire de Deauville, c'était Michel. C'était votre famille. Oui, ça c'est bon. Non. Jean Dornano, c'était pas un Jean Dornano aussi? Un homme Non. politique. Là, tu confonds avec Jean d'Ormesson. Mon Dieu. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, c'est Michel. Voilà. Autant pour moi. C'est le stade de Caen. Ça, on va pouvoir l'arrêter.
te Bon, bah, du coup, on va prendre notre temps pour la musique, on va laisser un peu plus que d'hab. Mon entier alors. Non, pas en entier, non. Non, mais de toute façon, il reste encore 1 minute 30. Non, mais on a passé combien là? Ça fait combien de temps? Oh, ça fait. Il y a la moitié là. Non, mais j'aime pas quand c'est trop long parce qu'après on perd le fil de ce qu'on dit, tu comprends? Non, non, mais c'est pas pour moi, je m'en fous. Non, je parle des auditeurs. Quand on écoute et qu'on entend. Si quelqu'un est en voiture et qu'il nous prend au milieu de la chanson, il ne peut pas deviner s'il est dans une émission musicale ou dans une émission économique. Donc, moi, il ne faut pas que ça dure plus de 2 minutes. Non, parce que tout maximum. à l'heure était très courte. Ouais, bah là, il faut qu'on Ah s'arrête. non, mais là. Là, on va reprendre. Au bar de l'économie sur IDFM, je suis toujours en compagnie d'Auriel Darmon, fondateur de Sudden Pop, et de Philippe Dornano, président de Sisley. Alors Philippe Dornano, vous nous expliquez la recherche et l'innovation en cours et donc du futur, mais quand même présente actuellement. C'est donc à la fois de la cosmétique et des soins mélangés. Donnez-nous quelques exemples concrets. Je vous ai donné l'exemple des maquillages, je pourrais vous en donner un autre sur la nouvelle marque que nous venons de lancer qui s'appelle Air Rituel. Il y a à peu près 7 ans, nos équipes de recherche sont venues, vous savez, on travaille toutes les semaines ensemble, et nous ont dit la recherche que nous faisons sur la peau, sur les soins anti-âge, sur les soins hydratants, en fait, elle s'applique très très bien aux capillaires. Elle s'applique très très bien au cuir chevelu et même à la fibre. Est-ce qu'on peut dédier une équipe qui travaille sur ce sujet-là? Et on a travaillé pendant quasiment 5 ans sur une ligne capillaire, donc il y a une nouvelle marque qu'on a créée. Et la question qui se posait, c'était est-ce qu'on peut vendre un capillaire qui est plus haut de gamme? Est-ce qu'on peut faire des formules plus élaborées, plus concentrées, mais pour les produits cheveux? Et ça revient à vous poser la question, est-ce que les cheveux sont importants pour vous? Est-ce que vous êtes inquiet si vous les perdez? Est-ce que c'est nos équipes digitales ont trouvé un slogan qui était sympa, il disait 90% de votre selfie sont vos cheveux. Et c'est ça. Et à partir du moment où la réponse est oui, effectivement on peut faire un produit plus haut de gamme. Encore faut-il qu'il soit efficace, encore faut-il qu'il soit intéressant. Et on a travaillé sur ça, ça a beaucoup de succès, on l'a lancé l'année dernière. On a fait la première année avec notre nouvelle marque cheveux, Air Rituel, le chiffre d'affaires qu'on avait fait avec Sisley au bout de 20 ans. C'est incroyable. Mais de toute façon, effectivement, le cheveu, c'est très important. C'est toute la personnalité d'un visage. Et c'est en même temps quelque chose qu'on pouvait apporter. C'est-à-dire que c'est là où on avait un vrai savoir-faire, on avait une vraie technologie, cette connaissance de ces actifs naturels, une bonne compréhension aussi des mécanismes du cuir chevelu, qui nous permettait d'apporter un aspect soin. On est moins dans la technique, la coloration, etc. Mais par contre, un aspect soin à votre cuir chevelu et à vos cheveux, qui nous semblait être quelque chose dans lequel les gens seraient intéressés, tout en apportant aussi un autre savoir-faire qu'on a, qui est un produit très très agréable d'utilisation. Le parfum des rituels est assez addictif. On nous demande même dans pas mal de pays de faire un parfum de cheveux. On ne l'a pas fait pour le moment, mais avec ce parfum. Mais voilà, c'est tout ce savoir-faire qu'on peut appliquer. Et après, comme on est puissant maintenant à l'exportation, quand on crée une marque et si elle est bonne, on peut beaucoup plus rapidement qu'on l'a fait avec Sisley, l'introduire à l'étranger et la développer. Et justement, en plus, cette gamme pour cheveux peut convenir aux femmes comme aux hommes, j'imagine. Bien sûr, les cosmétiques aussi, mais pour les cheveux, c'est encore peut-être plus frappant. D'ailleurs, dans ses codes couleurs, elle est très neutre pour ne pas être plus spécifiquement féminine ou masculine. Elle s'applique, elle convient effectivement à tous les types de cheveux. Le produit phare, qui est un sérum qui freine la chute des cheveux et qui aide à la repousse, est un produit qui est très acheté par les hommes. Alors justement, donc la catégorie homme, ça a démarré il y a quelques années déjà. Est-ce qu'on voit une réelle évolution de consommation chez les hommes, chez les jeunes peut-être, qui commencent à prendre soin de leur peau? Oui, je pense que c'est dans le monde entier, mais c'est progressif. Il y a effectivement toute une nouvelle génération qui arrive et qui considère l'acte de prendre soin de sa peau comme quelque chose de naturel. L'idée qu'on vit plus longtemps et qu'on veut avoir une bonne apparence. C'est lié aussi à la physiologie de savoir que c'était plus directement quelque chose qui était important pour les femmes pour des raisons qui sont aussi liées à leur type de peau. La femme a la peau plus fine que l'homme. Donc quand elle a par exemple la peau qui sèche, qu'elle est déshydratée, elle le sent. Alors que l'homme qui a une peau plus épaisse le sent moins bien. C'est plutôt sa femme, son amie qui va lui dire il faut que tu mettes quelque chose là parce que
Puis au bout d'une semaine, elle lui dira, écoute, va dans la parfumerie acheter ton produit et arrête de prendre le mien. Donc ça, c'est une première démarche. Et puis, c'est un peu triste, c'est un peu dur à dire, mais on ne vieillit pas de la même façon, hommes et femmes. La femme, pour des raisons hormonales, vieillit parfois plus fortement, plus vite, enfin, plus d'un coup. Alors que l'homme vieillit, à la fin, on vieillit de la même manière, mais le vieillissement masculin est plus progressif. Et donc, il y a moins aussi ce sentiment d'urgence à un moment donné, de se dire, il faut quand même que je prenne soin de ma peau. Puis le dernier point, c'est que l'homme se sent plutôt menacé, en tout cas la jeune génération, dans sa masculinité, par le fait d'utiliser des produits. C'est comme se laver les dents, avoir une bonne hygiène de vie, faire attention à ce qu'on mange. Donc on voit une nouvelle génération qui arrive et qui voit ça comme une façon de prendre soin de soi. Et ce qui est très bien d'ailleurs, c'est pour les hommes notamment, parce que moi je ne vois pas beaucoup d'hommes mettre de la crème sur le corps, c'est ces nouvelles huiles lavantes qui sont quand même bien hydratantes, et ça c'est pour les hommes, c'est quand même formidable. Merci pour tout. Alors le futur donc, le futur, quel est notre futur en cosmétique et en soins pour vous, Philippe Dornano? Écoutez, on continue à travailler pour avoir des produits. On a fait d'abord des progrès qui sont quand même incroyables dans les 40-50 dernières années. C'est-à-dire que si on prend correctement soin de sa peau, si on la protège raisonnablement, on ne va pas ne pas vieillir, mais on va vieillir beaucoup plus progressivement, beaucoup plus lentement, et rester une femme aujourd'hui de 50 ans, elle est jeune. Et ça, c'est effectivement, c'est important parce que, au fond, ce que la cosmétique amène, c'est quelque chose qui est vital dans nos sociétés, c'est la confiance en soi. Et moi, j'ai commencé dans ce métier, j'étais représentant, donc je tournais, quand je suis rentré chez Sisley, donc je tournais dans toute la France. J'allais mes clients, c'est donc principalement des parfumeries, et on ne se rend pas compte que, notamment les hommes se rendent moins compte de ce qu'étaient les parfumeries dans les villes de province, un lieu où on pouvait prendre soin de soi, où il y a des clientes qui venaient toutes les semaines discuter avec les vendeuses. C'était un lieu social très important, et ce côté confiance en soi, bien-être est extrêmement important, je pense, pour nos sociétés, et fait de la cosmétique un très beau métier, mais qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître et qu'il faut comprendre. C'est aussi une grande fierté, à mon sens, pour notre pays, puisqu'on est le leader mondial toujours de la cosmétique. C'est un métier qui économiquement crée beaucoup d'emplois, qui fait des très beaux produits et qui fait aussi l'image de la France, parce que la France est pour la cosmétique ce qu'est un peu ce qu'a été en tout cas l'Allemagne pour l'automobile, c'est-à-dire c'est le pays de référence pour ce type de produit. D'ailleurs, il y a un gros pôle de compétitivité dans lequel vous êtes membre, c'est Cosmetic Valley, où vous retrouvez presque tous concurrents et toute la chaîne, j'allais dire même de fabrication, vous retrouvez régulièrement. Oui, il y a un vrai écosystème cosmétique qui a l'air puissant, que parfois les pouvoirs publics considèrent comme acquis, qui en réalité est toujours très concurrencé, va l'être encore plus, puisqu'on voit monter notamment tout un nouvel écosystème en Chine. On a déjà les États-Unis, on a déjà le Japon, on a déjà la Corée, mais on voit qu'un écosystème puissant est en train de se construire, que les pouvoirs publics de ces pays sont très attentifs justement à ces écosystèmes, ce d'autant plus que leurs nationaux sont très consommateurs de produits cosmétiques, et donc il faut faire très attention de préserver justement ce savoir-faire. Aujourd'hui, une entreprise mondiale qui veut fabriquer, elle vient fabriquer en France parce qu'en France, il y a tout un écosystème qui va être favorable à la fabrication, à la conception de produits. Il faut faire en sorte de protéger cet avantage. La cosmétique, c'est de mémoire le deuxième poste d'exportation nette de la France. C'est un vrai joyau pour l'économie de nos pays. Absolument, merci de le rappeler, Philippe Dornano. Alors, j'aimerais aborder avec vous le sujet du développement durable, car c'est un sujet important pour votre entreprise. Possédez-vous vos propres cultures ou n'est-ce pas utile finalement? Non, d'abord, le développement durable, c'est super utile et c'est extrêmement important pour des raisons à la fois de préservation de notre planète, de qualité de vie de nos salariés, de long terme. C'est ce long terme que nous portons les entreprises de taille intermédiaire, il est exprimé aussi dans le développement durable. Les cultures, par contre, nous n'avons pas fait le choix d'en faire parce que c'est plutôt, à notre sens, un outil marketing
À partir du moment où vous faites vos propres cultures, vous allez vous limiter dans les actifs que vous choisissez. Et nous voulons les meilleurs actifs. Donc nous sourçons dans le monde entier pour trouver les qualités d'actifs qui sont les meilleures. Ce n'est pas toujours la destination la plus exotique ou l'actif le plus exotique qui est le meilleur. Certains actifs de nos régions, et parfois même des actifs simples, sont absolument extraordinaires. Mais par contre, nous ne voulons pas être limités, nous ne voulons pas commencer à nous limiter dans la qualité des actifs à ceux qui sont produits dans notre jardin, même si c'est super de le faire visiter aux journalistes. Nous voulons vraiment être libres d'avoir le meilleur. Oui, comme vous avez dit tout à l'heure, la mer peut aussi nous proposer des futurs actifs qu'on ne connaît pas encore, c'est bien ça? On utilise déjà des algues, de la Panina pavonica, enfin, de nombreux actifs marins sont extrêmement intéressants. Il faut garder la liberté d'utiliser le meilleur. Par contre, le développement durable, c'est bien sûr beaucoup plus que cela. On a par exemple notre site en Val d'Oise et à Saint-Ouen-l'Aumône, qu'on a construit haute qualité environnementale. Ça, c'est vraiment donc labellisé HQE, comme on dit. On a été le premier entrepôt en France à être labellisé, le groupe des 7 premiers entrepôts en France à être labellisé HQE. Notre siège social à Paris est également haute qualité environnementale. Et on a une politique méticuleuse, organisée, de manière à produire avec moins d'énergie. Nos sites on a planté 4000 arbres sur nos sites. On a des politiques concernant tout ce qui est déchets. Enfin, c'est toute une approche à la fois avec quelques grands axes. On a fait l'investissement d'une centrale d'épuration de l'eau quand notre usine est arrivée à une certaine taille à Blois. C'est une politique de gros et de petits investissements. Et c'est une politique aussi à laquelle nos salariés sont très attachés et qui soutiennent beaucoup, de manière à gérer avec bon sens, ne pas gaspiller et essayer d'éviter de faire du dommage à notre environnement. Justement, Philippe Dornano, j'aimerais qu'on aborde maintenant le thème de la formation et de l'emploi et des talents. Avant de démarrer et de vous poser la première question, je vous propose d'écouter la chronique de Georges-Olivier Carré. Bonjour Georges-Olivier. Les salariés aujourd'hui ne s'intéressent plus vraiment à leur travail. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de rentrer chez eux ou d'être en congé pour pouvoir faire ce qui les intéresse vraiment. Jeux vidéo, sport, activités associatives. Ils travaillent pour leur salaire, point barre. La crise de l'engagement et de la motivation est réelle. Certains, complètement démotivés dans leur travail, dont ils n'attendent qu'une chose, un salaire, se donnent corps et âme dans une association qui veut œuvrer pour le tiers-monde ou pour l'écologie, par exemple. Cela est tout à fait respectable, mais ça montre qu'ils ont des capacités d'engagement que leur entreprise n'a pas su déclencher. Et pourtant, être motivé, engagé dans son travail, avoir le plaisir de faire ce que l'on fait chaque jour, rend la vie beaucoup plus agréable. Mais lorsqu'on parle de motivation avec les dirigeants de beaucoup d'entreprises, on ne parle souvent que d'argent. Or, l'argent donne rarement de la motivation à long terme. C'est le rôle du dirigeant de donner du sens. Ce qui est motivant, ce qui donne de l'engagement à long terme, c'est d'aimer ce que l'on fait, de savoir à quoi ça sert, qu'est-ce que ça change dans le monde. Et beaucoup de salariés ne connaissent pas à quoi sert leur travail, l'utilité finale de l'entreprise, ce qu'elle apporte dans le monde. Et je ne parle pas d'objectif, mais de mission, de raison d'être. C'est cela qui donne du sens au travail de chacun. À quoi je sers? Qu'est-ce que j'apporte dans le monde? Un objectif est concret, réel, chiffré, sans émotion. Le sens, lui, est de nature sensorielle, dans les tripes. C'est du rêve réaliste, pour oser un oxymore. Personnellement, pour donner du sens, je crois qu'il faut d'abord proposer un futur réaliste, crédible, générer des émotions, créer de l'enthousiasme, aider à se projeter dans le futur, répondre à des aspirations existantes, conscientes ou non. Il faut que ce soit facile à comprendre et communiquer constamment. Le dirigeant doit manifester l'importance, l'utilité de ce que fait l'entreprise chaque jour, lors de chacune de ses interactions avec le personnel. On se bat pour des valeurs et pour un futur désirable. Ce peut être une nouvelle télévision, ou un monde meilleur ou le bonheur des clients. Les chercheurs, les créatifs, les bâtisseurs n'ont pas de difficulté avec le sens. Je vous remercie. Merci Georges-Olivier, c'était donc la chronique RH sur le thème de donner du sens. Alors je pense que ça vous parle, Philippe Dornano. Oui, ouais, c'est vrai, et en même temps, je pense que c'est
peut-être pas complet, dans l'analyse. Le premier point qui donne du sens, c'est effectivement, on a un produit qui pour beaucoup de nos équipes donne beaucoup de sens parce que ce sont des produits auxquels on a un fort attachement et on a cet avantage. Le deuxième, c'est effectivement les organisations, mais là, je pense que ce qui, moi, m'a frappé dans la chronique, c'est le dirigeant qui doit donner du sens. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Certes, le dirigeant doit donner du sens, mais je pense que les gens veulent travailler dans des organisations sur lesquelles ils influent et où ils comprennent comment les décisions sont prises. Et on a changé d'époque. Et c'est important. C'est pas juste le dirigeant qui va donner du sens. La pire chose que vous pouvez faire à un cadre de bon niveau, c'est pas lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est ne pas lui expliquer. Donc là, on est d'accord avec la chronique, mais c'est aussi qu'il n'influe pas sur l'organisation. C'est ne pas lui répondre. J'ai une idée, mais ça sert à rien que j'ai cette idée, puisque de toute façon, comment est-ce que je la fais passer, comment est-ce qu'elle va être mise en œuvre, à qui je m'adresse, etc. Donc c'est aussi de garder des organisations fluides, où les gens se sentent partie de l'organisation, ils peuvent donner des idées. Je vous prends un exemple qui, pour nous, était un message aussi qu'on s'est passé à nos équipes. On a créé avec une petite start-up de Lyon, assez top d'ailleurs, une journée High Day. C'est eux qui nous ont organisé matériellement l'événement. En fait, ça a duré une semaine et le concept était simple. On proposait à nos équipes, sur tous nos sites, de donner des idées pour que ça fonctionne mieux sans que ce soit lié spécialement à leur emploi. Et on a eu 1910 idées qu'on a tous lues. Moi, je les ai toutes lues attentivement une par une. Et ça fait 3 ans quasiment qu'on travaille dessus et que de ça vient. Donc vous en servez pour et que de ça viennent des modifier. Améliorations. Il y a eu effectivement l'intérêt, les idées et la mise en place d'un certain nombre de ces idées. Certaines idées qui ne nous plaisaient pas nous en ont donné d'autres. Donc, à partir du moment où on explique pourquoi l'idée ne nous plaît pas, ça ne pose pas de problème aux salariés. Mais surtout, ça passe un autre message qui est important, c'est de dire donnez vos idées nous intéressent. On veut tous travailler dans des organisations où on pense qu'on a une influence sur l'organisation. Ça, pour moi, c'est aussi un point qui est très important et c'est un point qui est plus difficile quand l'entreprise devient plus grande parce que c'est plus grand, il faut organiser ces circulations d'informations. Il y a des manières de le faire. C'est clairement pour moi un de mes objectifs de management avec l'entreprise qui grandit, c'est de faire en sorte qu'on garde cet état d'esprit. Et puis, on a parlé du salaire. Le salaire, il arrive en 3e position, je crois, dans les attentes. Très importante, décorrélée de seulement le d'année, je ne peux pas augmenter mes salaires de 10% parce que je ne peux pas les baisser. Mais à travers les dispositifs d'épargne salariale, je peux donner une prime, un intéressement, je peux augmenter la participation et passer un message très très important à mon organisation. Quand ça marche bien pour l'entreprise, ça marche bien pour vous. Et ça, c'est absolument vital de passer ce message parce que, ok, le salaire est plus important, moins important, mais les gens ne comprennent pas si l'entreprise se développe et si ce n'est pas l'ensemble de la collectivité qui se développe. Ça a été très attaqué par les gouvernements de droite et de gauche qui ont commencé à le taxer, d'abord sous Sarkozy, ensuite ça a été augmenté sous Hollande. C'est dommage, ça a été un peu baissé sous Macron, mais seulement pour les toutes petites entreprises, comme ça ils sont sûrs que ça ne leur coûtera pas très cher. Mais en réalité, on devrait encourager notamment tous les dispositifs volontaires. On devrait baisser ou supprimer le forfait social, et c'est ce que nous plaidons au métier, sur tout ce qui est donné volontairement par l'entreprise, en plus de ce qui est légal. C'est quelque chose de très important parce que c'est toute la cohésion de la communauté d'entreprise qui va avec ça. C'est des dispositifs qui sont extrêmement importants pour nous. Et puis un autre sujet sur lequel, je suis peut-être un peu long là sur le lien, mais c'est passionnant, c'est les fondations d'entreprise. On est face à un nouveau dispositif, un deuxième dispositif qui est extrêmement intéressant, qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans, qui sont les fondations d'entreprise. Aujourd'hui, vous avez à peu près, sur les 5800 ETI, vous avez à peu près 10 à 15% d'entre elles qui ont des fondations d'entreprise. Ils s'en créent tous les jours. Et ces fondations d'entreprise, c'est aussi tout un lien qui se crée entre entreprise, salariés et l'environnement autour de l'entreprise. Pour les ETI, 80% des soutiens sont des soutiens locaux. Le mécénat est local. Contrairement aux grandes entreprises qui ont plutôt un mécénat international. Et ce lien, c'est ça, à mon sens, l'objet social élargi dont on avait beaucoup parlé.
concrètement, il se traduit par ces fondations d'entreprise. Il Oui, faut donc les là, vous parlez encourager. La fondation Cisley, donc, puisque nous avons une fondation vous financez voilà. tout ce qui est, vous faites du mécénat culturel, mais plein d'autres. En fait, le premier mécénat SET n'est pas culturel, il est social. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise aussi ont vu qu'après la crise de 2009, que la situation était assez sociale, c'était tendu. Et il est sur des sujets qui sont moins des sujets liés aussi à l'entreprise elle-même, puisque le TI est souvent familial ou personnel, ou en tout cas il y a un dirigeant, et donc il peut prendre des décisions sans avoir forcément des comptes à rendre à un actionnariat dispersé. En tout cas, ce réseau de fondations d'entreprises dans les territoires, c'est quelque chose qui peut être un grand dispositif de demain, pour autant qu'on l'encourage. Et puis c'est vrai que les ETI ont un gros pied et sont très importantes pour les territoires, comme vous le disiez, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction. Mais je vous propose que le directeur de la fondation revienne à ce micro, parce que là il est déjà 10h13. On va passer la parole, si vous voulez bien, Philippe Dornano, à Auriel Darmon pour sa start-up Student Pop. Alors Auriel, quand avez-vous créé cette jeune entreprise qui maintenant a presque 3 ans, et à quel stade en êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire et que proposez-vous? Nous avons créé avec mes 3 associés, donc nous sommes 4 cofondateurs, Student Pop il y a 3 ans. Et donc Student Pop, c'est la start-up qui aide des étudiants à financer leur vie étudiante en leur envoyant directement sur leur portable, sur une application mobile, des jobs qui correspondent à leurs envies, à leurs expériences, à leur emploi du temps, et qui vont pouvoir accepter ou refuser en fonction de leur cours de la semaine. Voilà. Et côté entreprise, on professionnalise le monde étudiant pour pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre d'entreprises. Alors donc, en 3 ans, vous avez démarré cette entreprise, vous avez dit avec 4 associés fondateurs. C'était de la love money, ou vous avez fait appel à, vous êtes incubé, avez-vous fait appel à des aides? Comment vous avez fait? Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, quand on discute avec beaucoup d'entrepreneurs, ce sont souvent les allocations chômage qui permettent à beaucoup d'entrepreneurs de se lancer. Pôle emploi, un gros financeur de start-up. Il faut le rappeler, on a tous eu des emplois précédemment, on a tous lancé nos startups parce qu'on a eu cette sécurité pendant quelques mois. Ensuite, on a été accompagné par la BPI, on a été accompagné par un certain nombre d'incubateurs, mais pour le coup, avec mes associés, on avait monté d'autres startups précédemment, et c'était important pour nous de rapidement se jeter à l'eau et rapidement voir la viabilité de notre modèle. Et donc notre modèle, on a eu une croissance très forte sur Student Pop ces 3 dernières années. On est plus de 40 employés aujourd'hui, et on est à l'équilibre. En fait, à chaque étape de notre société, on a voulu montrer que notre business model était viable, et donc bien qu'on ait levé de l'argent il y a maintenant 3-4 mois, on a levé 3 millions d'euros pour développer notre société. Notre société, dès qu'on n'est plus dans de l'investissement pour construire l'avenir, on est capable de revenir à l'équilibre rapidement. Et donc vous avez levé 3 millions d'euros très récemment, alors pour investir en quoi? Donc Student Pop aujourd'hui, pour avoir une sorte de notre activité, on travaille avec, donc on a une base de données de 60 000 étudiants à travers toute la France. Il y a 12 000 étudiants qui sont actifs, c'est-à-dire que pour entrer chez Student Pop, en gros, on laisse son CV et quelques informations sur notre site internet. On prend rendez-vous pour un entretien, donc soit via Skype quand on est dans le reste de la France, soit dans nos bureaux quand on est en Île-de-France. Et ensuite, juste avec un entretien, on a accès à des milliers d'opportunités. Et donc aujourd'hui, on a commencé sur certains secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on a commencé sur le street marketing, ensuite on a fait de la dégustation de produits en magasin, ensuite on a fait de la vente en boutique, et sur chacun de ces métiers, on a appris le métier main dans la main avec certains clients qui nous ont fait confiance. C'est-à-dire que dans le street marketing, ça a été Deliveroo qui, à chaque fois qu'ils ouvraient une nouvelle ville, nous disait: est-ce que vous pouvez envoyer des étudiants pour distribuer des flyers pour nous faire connaître? Dans la vente en boutique, on a commencé avec Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, avec un certain nombre de marques, et à chaque fois, on a appris, parce que c'est pas seulement trouver les bons étudiants, mais c'est savoir les organiser. Par exemple, le street marketing, ça paraît la chose la plus simple au monde, distribuer des flyers, mais en fait, il faut avoir une équipe de 4 personnes avec un référent qui va chercher les flyers pour le reste de l'équipe, qui s'assure de la coordination et tout ça. Et donc, en fait, on a créé
on est généraliste dans le sens où on s'adresse à tous les étudiants, mais en fait, on devient multispécialiste et ces 3 millions d'euros vont nous permettre de nous spécialiser donc, dans chacune de ces verticales métiers que je citais et d'autres à venir, c'est-à-dire les call centers, c'est-à-dire la préparation de commandes. Il y a un certain nombre de métiers que font aujourd'hui les étudiants sur lesquels on peut intervenir. Aujourd'hui, on reste focalisé sur la France. En France, on a pas mal de concurrence. On est un des leaders. Il y a un marché qui est énorme et donc on apprend le métier. On essaie de se renforcer en France avant de regarder à l'international. Voilà, on a plein de beaux projets et on a surtout des étudiants qui tous les jours nous disent votre modèle est génial, grâce à vous j'ai plus besoin de choisir entre étudier et travailler, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent quand on est étudiant et qu'on cherche un boulot étudiant, on va vous demander de vous engager sur du 15-20 heures par semaine à McDo, dans un magasin, dans un bar. Et avec Student Pop, en fait, c'est très flexible, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de travailler à fond certaines semaines quand on n'a pas cours et moins certaines autres semaines, puisqu'on va recevoir des missions qui sont à chaque fois ponctuelles et qu'on va accepter en fonction de son emploi du temps. Donc on va créer de la régularité parce qu'on va pouvoir appartenir à un pool dédié à une marque, c'est-à-dire je vais pouvoir travailler avec tel ou tel magasin, faire partie des quelques étudiants qui interviennent dans ce magasin, mais chaque début de semaine, on va m'envoyer l'emploi du temps du magasin et je vais pouvoir m'organiser en fonction de mon emploi du temps. Oui, alors c'est très intéressant. Alors vous dites que ce qui est très intéressant, c'est votre méthode, c'est-à-dire que en fait finalement vous vous développez avec des marques, main dans la main, et ça c'est plutôt une bonne chose, ça permet de découvrir des métiers au fur et à mesure. Alors vous avez dit il y a 12 000 étudiants qui travaillent, mais en fait en France il y a à peu près 60 000 étudiants qui pourraient travailler. Est-ce qu'à terme vous pensez que vous allez avoir, enfin votre objectif c'est de développer en nombre également d'étudiants? Est-ce que vous avez besoin d'étudiants Alors on a besoin d'étudiants, donc on a fait un choix qui était tout de suite d'être au niveau national, c'est-à-dire que beaucoup des marques que l'on accompagnait souhaitaient un accompagnement au niveau national. On a une forte capacité de mobilisation, on a une forte capacité d'organisation et donc souvent on a des entreprises qui rayonnent au niveau national et qui font appel à nous. Du coup, en France il y a plus de 2 millions d'étudiants. On a 60 000 étudiants qui ont postulé, qui font partie de notre base de données qu'on va pouvoir activer en fonction des missions que l'on a proches de chez eux. Mais il est sûr qu'on appelle tous les étudiants de France à nous rejoindre. On a beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de demandes? On a beaucoup de demandes, oui. Alors aujourd'hui, on propose aux entreprises un modèle. En fait, quand on a créé Student Pop, on avait tous été étudiants nous-mêmes en tant que fondateurs, donc on a vu la complexité pour des étudiants à trouver du boulot étudiant, tous les CV qui sont emmenés d'un magasin à un autre et tout ça, la frustration de devoir mentir souvent sur sa première expérience pour être pris dans un bar ou dans un magasin. On sait aussi la discrimination qu'il y a dans ce milieu. Mon associé, qui est une femme, fait 1m69 et donc elle se faisait recaler de toutes les agences d'hôtesse parce qu'il faut faire plus d'1m70. Donc c'est des milieux qui sont compliqués, qui sont discriminants et c'est le premier pas de ces étudiants dans la vie active. Donc c'est très formateur et c'est ce qui va permettre d'avoir leur confiance en eux ou de perdre confiance en eux dans ce premier pas de l'entreprise. Donc on a vu la frustration côté étudiant et ensuite dans nos premières startups on a vu la frustration côté entreprise, c'est-à-dire que quand on fait appel à des étudiants pour des petits boulots, aujourd'hui, soit on cherche nous-mêmes en passant des petites annonces sur des sites internet, tout ça, ça prend beaucoup de temps pour des petits boulots. Et souvent, quand on cherche un développeur, quand on cherche un manager, en tant qu'entreprise, on veut prendre le temps de le recruter. Quand c'est des étudiants pour des petits boulots, on a peut-être moins envie de prendre le temps. Et donc, on passe souvent par des agences, soit d'intérim, soit de street marketing, soit d'hôtesse salariée, tout ça, et qui sont très très chères. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ces agences, elles facturent entre 25 et 45 euros de l'heure et que les étudiants, ils étaient payés le SMIC horaire, c'est-à-dire 7,50 euros plus prime de précarité, congé payé, on arrive à 8,50 euros. Et du coup, on s'est dit, il y a un tel gap qu'avec le digital, on va pouvoir un peu changer les choses. Et donc on s'est dit, avec le digital, on va pouvoir réduire les coûts. Et en fait, on est allé beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avec le digital, on pouvait en effet être moins cher et mieux payer les étudiants, mais que on pouvait surtout passer plus de temps, parce qu'en fait, quand on discute avec des étudiants et avec des entreprises sur leurs expériences avec des agences ou autres, on se rend compte que l'humain est essentiel. Et donc, en fait, on a essayé de mixer le meilleur de l'humain avec le meilleur du digital, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Student Pop. Alors, donc, si on est étudiant et qu'on travaille grâce à votre plateforme, combien gagne-t-on finalement ? Alors, on peut gagner jusqu'à 1 500, 2 000 euros par mois, mais là, en moyenne, les étudiants, ils gagnent 250 euros
entre 250 et 300 euros par On mois. est payé à l'heure? On est payé à l'heure. Oui, on est payé à la mission. Comment ça se passe? Alors, on est payé à la mission, et la mission va être un certain nombre d'éléments. En fait, ce qu'on a essayé, c'est de casser certains codes du milieu, c'est-à-dire que souvent, on se rendait compte que les étudiants, quand ils faisaient une mission de 3 heures, ils avaient souvent 1 heure ou 1 heure et demie de transport pour aller faire cette mission de 3 heures, qu'ils n'étaient pas payés la veille pour aller chercher leur flyer, pour aller chercher leur costume, pour faire de l'hôtessaria. Donc nous, on fait un package dans lequel on englobe un peu tous ces frais annexes pour faire en sorte que les étudiants ils travaillent dans des bonnes conditions. Je rebondis sur la chronique RH. On entend beaucoup que les jeunes générations sont moins impliquées. Donc déjà, moi, c'est pas du tout ce que je ressens dans mon entreprise. J'ai des jeunes employés, j'ai des stagiaires qui bossent énormément. Et je pense qu'en effet, il faut comprendre cette nouvelle génération. Et c'est notamment par le sens. Et nous, avec Student Pop, on a essayé de faire un cocktail avec 3 ingrédients qui font en sorte que les étudiants soient mobilisés sur leur mission. Alors, d'une part, il y a l'argent. Donc, en effet, ils vont être mieux rémunérés chez nous dans d'autres agences. 20 à 30% de plus. Il y a le fait qu'ils vont choisir quand est-ce qu'ils souhaitent travailler. Donc le fait de vraiment chaque semaine se dire là j'ai envie de travailler telle journée, tout ça, je choisis d'aller travailler donc je suis impliqué. Et la troisième chose c'est le sens. Et on se rend compte que si on arrive à le faire même dans des petites missions de street marketing, de vente en boutique, de dégustation de produits en magasin, c'est-à-dire sur des petits boulots, on peut se dire bah, c'est assez mécanique. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours faire en sorte que ces étudiants, ils rencontrent les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Ils vont rencontrer la responsable marketing, si je reprends l'exemple de Deliveroo, qui va leur expliquer voilà mon enjeu au niveau national, voilà mes concurrents, voilà notre nouvelle offre. Vous êtes sur le terrain, parlez de cette nouvelle offre, battez-vous à nos côtés, et tout d'un coup, chaque petit boulot va prendre du sens. Et aujourd'hui, on voit que nos étudiants, bah, ils sont mobilisés grâce à ces 3 ingrédients. Donc, donner du sens, c'est... Moi, je me bats tous les jours au niveau de mon entreprise pour donner du sens à mes employés. Justement, donner du sens à mes employés, c'est leur dire bah, on est du côté des étudiants pour qu'ils travaillent dans des meilleures conditions. Et vis-à-vis des étudiants, c'est leur faire comprendre. Oui, puis ça leur fait découvrir une entreprise, des entreprises et le milieu de l'entreprise en plus. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est passionnant et c'est ça aussi. En fait, c'est aussi marrant de voir. On a certains étudiants qui ont décroché grâce à nous des CDD ou des CDI dans des entreprises pour être vendeurs, pour faire de la promotion ou autre. Et ils sont revenus chez nous. J'ai 2 exemples d'étudiants qui sont revenus chez nous en nous disant en fait, on préférait Student Pop parce qu'on touchait à plein d'entreprises et que pour l'instant, on a envie de découvrir. On est dans cette phase où on a envie de découvrir le milieu de l'entreprise. Alors, si on est étudiant et qu'on veut vous contacter, on fait comment, Auriel? C'est très simple. Vous allez sur studentpop.fr, vous allez sur la partie étudiante et là, vous allez avoir 2-3 questions qui vous sont posées pour nous rejoindre. Donc, on est étudiant de quel âge à quel âge pour vous? Alors aujourd'hui on est étudiant, on peut être étudiant jusqu'à très tard, mais généralement les étudiants qui travaillent avec nous, ils ont entre 18 et 25 ans. Est-ce qu'on peut faire ça, quelles que soient les études qu'on fait? Je pense par exemple aux étudiants d'ingénieur ou de médecine qui sont quand même très sollicités. Est-ce qu'ils ont le temps de venir vous contacter, vous pensez? Ce qui va être pratique avec Student Pop, c'est que si on fait une année de médecine et qu'on travaille énormément, on va peut-être avoir envie de missions légères. De missions légères ou de missions uniquement pendant les vacances. C'est très flexible. Après, nous, notre conviction, c'est que quelles que soient les études, on a des talents et le fait qu'on ait insisté sur le fait de rencontrer les étudiants en entretien individuel, c'est aller au-delà de ces préjugés sur les études. Alors, dernière question, pour le 2019, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? De quoi avez-vous besoin? De beaucoup de confiance de la part des entreprises, de faire confiance à cette jeunesse et que beaucoup d'entreprises s'appellent à nous puisque les étudiants ont besoin de travailler et je pense qu'on est le bon interlocuteur pour faire cette jonction entre ces étudiants et ces entreprises. Voilà, donc il faut vous faire connaître maintenant auprès des entreprises, notamment en Val d'Oise, il y en a beaucoup. Tout à donc fait. il y a un gros travail parce que je pense qu'il y a des besoins. Merci à tous les deux pour cette belle matinée du bar de l'économie. Je rappelle que j'étais avec Philippe Dornano, président de Sisley, et Auriel Darmon, fondateur et président de Student Pop. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures au bar de l'économie. En attendant, très belle journée à vous tous. Il va faire beau, profitez-en. Merci beaucoup à vous.